Alors, un petit préambule avant de démarrer la chronique, parce qu'on vient d'apprendre que Madame Le Pen est inéligible et que c'est une atteinte à la liberté d'expression, il paraît. Alors, c'est sûr qu'on préférait la combattre dans les urnes et avec des débats, hein. Alors, ceux qui n'ont pas d'arguments à lui opposer, finalement, sont contents que ce soit la justice qui l'empêche de s'exprimer. Mais enfin bon. Alors, pour la liberté d'expression, on repassera, hein, parce qu'il y a quand même 40% de Français qui pensent au Frexit, qui seraient pour. Et encore, je pense qu'on est en dessous de la vérité, parce que en 92, lors du traité de Maastricht, il y avait 49% de Français qui étaient contre. Et en 2005, il y a 55% de Français qui ont voté contre le traité de constitution européenne. Donc, vous voyez. Alors, moi, je pose la question, ah bon? Le RN est un parti d'opposition? Pourtant, depuis 2022, le Rassemblement national n'arrête pas de sauver les meules de Macron. Donc, il faudrait arrêter. Ils ont même empêché un débat sur la destitution de Macron récemment, hein. Enfin récemment, c'était à la fin 2024. Alors, hein, parti d'opposition. En tout cas, moi, en tant que partisan du Frexit, je me sens absolument pas représenté par les médias ni par aucun parti politique siégeant actuellement à l'Assemblée nationale. Et pour finir, qu'on compare pas ce qui se passe en Roumanie avec ce qui se passe en France. Parce que le mec qui a été interdit d'élection en Roumanie, c'est juste parce qu'il n'était pas d'accord avec l'Union européenne et parce qu'il manifestait des penchants souverainistes et qu'il était beaucoup plus nuancé par rapport à la Russie, que finalement ce gars-là a été censuré. Donc ça n'a rien à voir avec une affaire de justice. Voilà. Et ben voilà, l'Union européenne est en phase terminale, mais ça on le savait déjà, hein, j'avais déjà dû le dire d'ailleurs. Parce que de plus en plus d'économistes nous disent que en fait l'Union européenne se trouve dans la même situation que l'URSS en 1990. Ouais, parce qu'il faut se souvenir qu'à la fin de l'été 91, bah, il n'y avait plus d'URSS. S'il s'avère que ces économistes ont raison, eh ben, nous ne serons plus dans la zone euro ni dans l'Union européenne d'ici 1 an et demi, quoi. Enfin bon, on peut toujours rêver, hein. Ça se trouve, ça sera jamais. Alors, en fait, l'Union européenne, c'est quoi? En fait, ça a été une grosse farce. C'est un truc qui n'a jamais existé. D'ailleurs, c'est confirmé puisque les Américains, les Russes et les Chinois font mine de ne pas savoir que l'Union européenne existe, hein. Ils font comme si elle n'était pas là. De toute façon, je crois que c'est Kissinger qui avait dit l'Europe, bah, donnez-moi son numéro de téléphone. Parce que personne ne savait où joindre l'Europe à l'époque. Déjà, c'était il y a 50 ans, hein. Donc voilà. Alors, comment on pourrait résumer la chose par rapport à l'Union européenne? En fait, c'est une institution abstraite qui n'a pas d'existence selon le reste du monde et les trois quarts des gens qui l'habitent, mais qui nous oppresse de façon concrète. En clair, c'est une religion. Alors on peut me rétorquer, bah oui, mais tu dis ça, mais en fait, l'Europe a des institutions, donc c'est pas abstrait, c'est concret, etc. Alors que la religion, bah, c'est des croyances, c'est abstrait. Bah, non, parce que regardez, la religion aussi a ses institutions. Le Vatican, c'est quoi? La Mecque, c'est quoi? Lourdes, c'est quoi? Hein, donc c'est des choses qui existent en vrai. Et bien l'Union européenne, c'est pareil. En ce qui concerne l'Union européenne, c'est que on nous demande d'y croire. Et dès qu'on réclame un débat sur le bien fondé de l'existence de l'Union européenne, eh ben on est blacklisté. On devient un mécréant, un complotiste, un conspirationniste. Alors à propos de religion, parce que dans la vidéo précédente, j'avais fait part de mon vœu de légaliser le cannabis. Et il y a une copine qui m'a dit, oh, quand même, tu vas pas faire l'apologie de la drogue et tout ça. J'avais expliqué que pour moi, le cannabis n'était pas une drogue, mais un produit naturel. Alors, moi, il y a un truc auquel j'ai réfléchi, c'est que, en parlant de drogue, bah, l'opium est considéré comme une drogue. Et il y a un dénommé Karl Marx qui avait dit
la religion, c'est l'opium du peuple. Eh ben moi je me dis que s'il y a vraiment une drogue à combattre, c'est la religion, hein, parce que elle fait beaucoup plus de morts que les joints. Ah ouais, parce que la religion peut faire des morts avec une kalachnikov, avec des machettes, avec des couteaux, au nom de Allah Akbar, hein. Avant c'était les Cubénis qui nous faisaient chier, mais maintenant c'est les islamistes. Et à mon avis, si on veut combattre la drogue, il faudrait déjà combattre la religion en tant qu'institution. Parce que les gens, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, ils peuvent croire que Dieu s'appelle Allah. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est Rachid Taha qui résumait bien la chose. Le livre où il y a le plus d'excès, c'est tous les livres de religion, le Coran, la Bible, la Torah, tout ça. Ça, pour moi, c'est... Il y a un excès, un excès un excès sur les hommes. C'est pour ça qu'on insiste, qu'on a des intégristes, parce qu'il y a une espèce de folie à l'intérieur. Parce que là, parfois, il vaut mieux boire un verre de vin que de lire un livre de religion. Des Rachid Taha, j'en ai connu plein, moi, dans ma jeunesse, je les ai fréquentés, j'étais en classe avec eux, et ils ne parlaient jamais de religion, ils en avaient rien à foutre. Je vous jure que c'est vrai, hein. C'est ce qu'on appelait la deuxième génération. Ouais, Rachid Taha, le regretté Rachid Taha, ouais, je l'adorais ce gars, je l'avais croisé plusieurs fois à Lyon, et c'était vraiment un gars sincère et sympa, quoi. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que des chercheurs ont trouvé que Akbar n'était pas le nom de famille d'Allah, mais que c'était Péchoumoul. Donc voilà, il faut rétablir certaines vérités. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que la croyance, c'est une histoire personnelle, et donc on n'a pas à emmerder les gens sous prétexte qu'on croit en quelque chose. Brassens disait « Gloire à qui, n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins ». Donc, si on veut combattre les narcotrafiquants, commençons par combattre ceux qui dirigent les grandes institutions religieuses, qui ne sont que des sectes qui ont réussi. Et alors, toujours à propos de religion, on m'a demandé si j'étais chrétien. Alors, je réponds que oui, je suis chrétien. J'ai eu une enfance catholique, je suis allé au catéchisme, j'ai cru en Dieu, et je suis devenu non-croyant, et j'ai adhéré à la formule « ni Dieu ni maître ». Mais le fait d'avoir eu une éducation catholique m'a apporté quelques valeurs, et en même temps, je me dis qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans le christianisme. Je me revendique chrétien dans le fait que je suis émerveillé par Jésus. Ce mec, j'ai une admiration pour ce mec-là pour deux raisons déjà. C'est qu'avec 2 baguettes de pain, il a réussi à nourrir 2000 personnes, ou 20 000, enfin, je ne sais plus combien il y a de zéros, et qu'il a réussi à transformer la flotte en pinard. Donc rien que pour ça, je me dis, un mec qui arrive à faire ça peut pas être mauvais, quoi. Donc je suis chrétien pour déjà ces deux raisons-là. Quand je vois que Jésus a réussi à faire tout ça, et il a fait d'autres choses au niveau social, hein, donc je ne vais pas toutes les énumérer, donc je me dis que Jésus était un mec de gauche, en fait. Et en plus, c'était un génie, ce qui est très rare quand on est de gauche. Nos obscurs abstraits qui dirigent l'Union européenne veulent, par la voix de Madame Pustula van der Leyen, lancer un emprunt à hauteur de 800 milliards d'euros pour financer l'économie de guerre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, qui est un pays contributeur de l'Union européenne, va verser grosso modo entre 150 et 200 milliards pour financer l'économie de guerre. Et je croyais qu'il y avait plus un copec, plus un centime pour financer les retraites, mais visiblement, pour l'effort de guerre, on va trouver la thune. Pour participer à cet effort de guerre, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est de bosser jusqu'à 70 ans. Voilà. Et en parallèle, il faut un conclave pour savoir s'il faut baisser l'âge de départ à la retraite, revenir à 62 ans. Visiblement, Bayrou a dit niet, qu'on restera donc à 64 ans. Mais moi, je suis sûr que bientôt, l'Union européenne va nous proposer de réhabiliter la guerre de 100 ans, car il va falloir stimuler une politique militaro-industrielle. Donc pour arriver à ça, si on fait des calculs, on nous proposera le départ à la retraite à 199 ans. Hein, tout augmente de toute façon. Alors pour ceux qui croient au transhumanisme, c'est pas grave. Hein. Autre chose, par rapport à cette guerre,
Macron veut nous faire croire que la Russie veut envahir la France, mais il se gourre complètement. De toute façon, Macron, il s'est toujours gouré. Poutine a autre chose à foutre. Poutine n'est pas débile. Envahir l'Europe, ça voudrait dire l'administrer. Donc il va quand même pas se lancer là-dedans parce que ça risque de lui coûter la peau du cul. D'autre part, il y a encore des millions de richesses enfouies dans le sol de la Russie et il n'a pas assez de Russes pour les exploiter. Donc vous voyez, il est dans la merde. Il a des richesses mais il peut pas s'en servir. Donc qu'est-ce qu'il va aller s'emmerder dans l'Europe de l'Ouest? Par contre, d'un autre côté, il y a Trump qui se gourre complètement parce qu'il dit que l'Europe a été faite pour emmerder les Américains. Ben non, ben non, puisque l'Union européenne est une création des États-Unis par l'intermédiaire de Jean Monnet. L'Union européenne dans laquelle on vit aujourd'hui, justement, a été faite pour qu'on obéisse aux Américains, pour qu'on soit asservis, qu'on soit des vassaux. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le continent européen est un assemblage de pays serpillières. Quand je disais que Macron était la risée du monde entier, là vous en avez la preuve, parce que même en Ukraine, on se fout de sa gueule. Allô? Désolé, Emmanuel. Je suis en conversation avec un journaliste. Puis-je vous rappeler dans 20 minutes? Merci. Ok, au revoir. Oui, je viens de parler au président Macron, à Emmanuel. Nous nous parlons souvent, beaucoup, en moyenne, une fois par jour. J'ai vu le mec, il dit ouais, j'ai un journaliste au téléphone, je te rappellerai plus tard. C'est comme ça qu'on s'adresse au président de la France. Vous imaginez la même chose avec De Gaulle ou Mitterrand? Ah mais sérieux. Eh bien, on va parler de la manif antiraciste, antifasciste, parce que là, ça dépasse l'entendement, en fait. Alors, pourquoi je m'intéresse à ça? C'est très simple. En fait, déjà, on va revenir sur cette histoire d'affiche avec Hanouna dessus. Alors, il faut vraiment être con pour pas voir une allusion aux affiches des années 30 avec les juifs au nez crochu et aux grandes oreilles. Là, déjà, enfin, ceux qui potassent un peu l'histoire, ils voient tout de suite le rapport. Et non, mais ce qui m'a fait marrer dans tout ça, c'est Bompard et compagnie qui ont dit que en fait, c'était à cause de l'intelligence artificielle, en fait, qu'ils se sont retrouvés avec cette affiche. Et que c'était aussi de la faute d'Elon Musk, du coup. Hein, donc on se demande d'ailleurs ce qu'il vient foutre là-dedans, Musk, mais ils ont trouvé ça comme excuse. Ouais, en fait, c'est l'intelligence artificielle, on n'y est pour rien, etc. Et là, ils nous prennent vraiment pour des cons. Bah déjà, ils assument pas. Ça veut dire que déjà, ils ont pas de couilles. Parce que moi, quand je fais une vidéo, avant de la publier, je la regarde, déjà, pour voir s'il n'y a pas une connerie dedans. Enfin, si, il y en a des conneries, mais je laisse les conneries que j'assume. Alors la manif contre l'extrême droite et le fascisme. C'est marrant parce que les images qu'ils publient des fascistes qu'ils combattent, c'est Hanouna, c'est Pascal Praud. Alors si c'est ça les fascistes, on a vraiment peur. Hein. Moi déjà, je serais Pascal Praud et Hanouna, je porterais plainte déjà pour m'être fait traiter d'extrême droite. Parce que moi ça me plairait pas. Hein. C'est-à-dire, bah, c'est facile, on catalogue tout le monde d'extrême droite ou de fasciste, et puis ça y est, on lui met une cible dans le dos, puis c'est fini, quoi. Alors, je voudrais rappeler à ces gens-là, qui se disent antiracistes et antifascistes, que le fascisme se trouve actuellement à l'Élysée et à Bruxelles. Et en plus, l'Élysée maintenant a un pied supplémentaire dans les médias, puisque selon la presse de chiottes Paris Match, Tiffaine Auzière serait avec Cyril Hanouna. En gros, Tiffaine Auzière serait la fille de Brigitte Macron, hein, qui s'appelle Brigitte Macron officiellement. Elle serait donc la belle-fille de Macron. Ça veut dire que l'Élysée a son service de communication maintenant un peu partout dans les médias, y compris dans TPMP qui est sur YouTube à présent. Alors ça, si c'est pas du fascisme, oui, parce que quand le pouvoir en place gère les médias, dirige les médias finalement, eh ben, ça s'appelle le fascisme, hein, c'est un totalitarisme. Et là c'est marrant, il n'y a pas de manif contre ça. Et
ces gens-là de la France Insoumise, du Parti Socialiste, enfin du Nouveau Front Populaire, sont persuadés encore que Libération, Le Monde, France Culture, Télérama sont des médias indépendants. Ils sont persuadés que les éditorialistes de ces gazettes sont subversifs. Alors que non, ce sont juste des soi-disant opposants sous contrôle. Voilà. Pour terminer sur cette manif antifasciste, j'aimerais rappeler à ces gens-là que quand on considère que quelqu'un est fasciste, il faudrait déjà le prouver. Hein. A-t-il sa carte au parti fasciste? A-t-il manifesté avec un parti fasciste ces derniers temps, etc. Là, on pourra dire, effectivement, cette personne est fasciste. Mais j'ai regardé un peu partout dans les médias, j'ai pas vu de manif organisée par le parti fasciste, étant donné qu'il n'y a pas de parti fasciste. J'ai vu que Mélenchon avait le soutien de Rivarol. Alors Rivarol, c'est un journal, alors lui, c'est un journal d'extrême droite, et qui est antisémite, et qui l'affiche ouvertement. Et eux, ça les gêne pas d'avoir un leader qui est soutenu par un journal d'extrême droite antisémite. Rivarol considère en fait que Mélenchon, c'est le remplaçant de Le Pen, en fait. Même s'il est à la France Insoumise et que Mélenchon se dit de la gauche radicale. Mais Rivarol en a rien à foutre de tout ça. Parce que, pourquoi Rivarol en a rien à foutre de tout ça? Bah, c'est très simple. C'est que ceux qui ont soutenu Pétain en 40 venaient en grande partie du Front Populaire. Hein, donc vous voyez, Laval, Déa, Doriot, le ministre du Travail de Pétain était un ancien de la CGT, donc Rivarol ne se fait pas de soucis. Je pense qu'ils ont trouvé leur nouveau tribun. Alors, je sais que je ne vais pas me faire des amis avec cette vidéo, mais j'en ai rien à foutre. Je le répète encore une fois, j'ai voté 3 fois Mélenchon, c'est-à-dire en 2012, 2017 et 2022. En 2022, c'était du bout des doigts parce que j'étais déjà plus d'accord avec lui. Et je lui retire mes 3 voix, symboliquement. Ouais, on a le droit de se tromper. Alors, en ce qui concerne le racisme, je rejoins ce que disait Pierre Desproges, j'adhérerai à SOS Racisme quand ils mettront un S à racisme. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons d'être raciste. Alors, il y a le racisme cliché, celui que tout le monde connaît, quand on associe à Dupont-la-Joie. En gros, le raciste qui dit bougnoul, bico, qu'on les renvoie chez eux, c'est sale melon. Voilà, ça c'est le racisme le plus connu. Maintenant, on vous dirait même que c'est un stéréotype de racisme. Maintenant, il y a d'autres façons d'être raciste. Et ce que je vais vous dire, c'est factuel. Par exemple, si on se penche sur le cas Faudel, vous vous souvenez de ce chanteur issu de l'immigration? Faudel avait fait un spectacle avec Rachid Taha et avec Khaled il y a très longtemps, c'était au début des années 2000. Et ensuite, quand il y a eu les élections présidentielles en 2007, il a soutenu Sarkozy. Et à partir de là, bah, sa carrière a été finie. Oui, parce que les Arabes connus doivent jouer les Arabes de service. Et ben Faudel, lui, en soutenant Sarkozy, il s'est fait blacklister par toute la presse bien pensante. Donc il faut savoir que si tu es basané et que tu es issu du Maghreb, ben, tu n'as pas le droit d'être de droite. Et pourtant, je croyais qu'on était en démocratie. Hein. Alors, un autre genre de racisme auquel j'ai assisté, c'est dans une MJC, enfin je l'appelle comme ça, la structure. Un jour, il y a un black qui a débarqué, hein, c'était un Sénégalais, et il déposait un CV parce qu'il voulait postuler pour être animateur en musique dans cette structure. Et tout de suite, là, le directeur de la MJ en question lui dit ce serait bien en effet, est-ce que tu voudrais pas monter un atelier djembé par exemple? Bah oui, parce que l'autre il était black en face, donc djembé. Et en plus il le tutoyait, vous voyez, cette condescendance. Et le gars, le Sénégalais, il disait mais non, je veux pas faire atelier percussion, djembé, tout ça, moi je propose de donner des cours de guitare classique et baroque. Il y a eu un blanc. Et l'autre lui dit en face,
non, mais les jeunes qui veulent faire de la musique ici, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est du rap, la percussion, des musiques du Maghreb, etc. Et le Black, il répond, oh ben non, c'est un peu démagogique parce que si moi je leur montre comment ça sonne, un joli morceau de guitare classique, je suis sûr qu'ils aimeraient en faire. Donc, je voulais insister sur le fait que dans la tête de ce directeur d'MJC, qui était à la fois sympathisant LFI, à l'époque c'était pas LFI, c'était Front de Gauche, et en plus ancien militant de la CFDT, et ben dans sa tête, Black égale Djembé. Hein, Black, dans le sport, c'est Black égale courir vite. Ben ça, c'est du racisme. En fait, dans sa tête, il y avait tous les clichés. Et ce gars-là, évidemment, organisait des soirées antiracistes. Il y avait des soirées Ralfron et tout ça, auxquelles j'ai participé, hein, je m'en cache pas. Vous voyez, donc, il y a d'autres façons d'être raciste. Et ça, c'est la façon raciste soft. Voilà. Oh, il y a Macron qui a encore eu une idée de génie, c'est qu'il veut relancer la conscription. Alors la conscription, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire que tout citoyen mâle peut être appelé à servir sous les drapeaux en tant que militaire. En clair, son but, c'est de devenir de la chair à canon dans les tranchées et sur les champs de bataille. Et d'ailleurs, je voudrais dire aux féministes qu'en cas de retour de la conscription, j'espère qu'elles vont manifester pour elles aussi devenir de la chair à canon. Hein? Ben, l'égalité, c'est oh, oh. Et donc ça me fait penser à un fameux débat qui avait lieu à l'époque où Chirac avait supprimé la conscription et donc on était passé à l'armée de métier. Et chez De Chavannes, il y avait un débat là-dessus justement et ils avaient invité le professeur Choron qui avait fait l'Indochine avant de devenir anarchiste et lui il avait tranché. Donc il avait pris fait et cause pour l'armée de métier. Vous allez voir ses arguments, c'est imparable. À propos d'insoumission, oui, parce que j'ai parlé de la France insoumise dans cette vidéo. À mon avis, il y en a un qui est vraiment insoumis en France, j'en connais qu'un, c'est lui. Alors c'est le moment de notre carte blanche. Quelle est l'idée, le projet que vous considérez comme la carte maîtresse de votre programme? Mais moi je veux sortir de l'Union européenne, c'est pas parce que j'ai entendu des voix. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année.
et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, Ce sont des objectifs qui ne sont souvent pas respectés. ce n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, c'est tout le contraire, c'est ce que les anglo-saxons appellent la soft law, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'en respecter une année, bien sûr, mais année après année, on revient sur la même chose, et ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Et je propose aux Français de faire une augmentation du SMIC substantielle. Je fais passer le SMIC à 1 300 € net par mois alors qu'il est bloqué actuellement à 1 150 € net. Moi je propose de stopper la hausse de la fiscalité des ménages. Je propose de sauver nos services publics et de sauver la sécurité sociale qui est en train d'être démantelée. Je propose de faire des économies considérables en sortant de l'Union européenne, puisque l'Union européenne nous coûte beaucoup plus cher qu'elle ne nous rapporte. D'abord, de point de vue financier, puisque nous versons chaque année 8 à 9 milliards d'euros de plus que nous n'en recevons, et non pas 4 milliards d'euros, comme a dit faussement le journal Le Monde. Autre point important, vous voulez, je crois, sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Vous dites donc que la France, qui représente à peu près 1% de la population mondiale, se défendra bien mieux par elle-même, sans l'aide de ses alliés et voisins. Non, je veux sortir la France de l'OTAN plus généralement. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle là aussi? Il disait, lorsque le pacte de Varsovie se sera effondré, lorsque le communisme aura disparu, eh bien, l'OTAN devra disparaître. Actuellement, la France, par l'article 42 du traité de l'Union européenne, est placée sous la tutelle de l'OTAN. En fait, nous sommes devenus un pays satellite de Washington qui nous entraîne vers des guerres illégales et néocoloniales, notamment au Moyen-Orient. On en parlera dans un court instant. Je voudrais juste vous interroger sur quelques choses que j'ai trouvées sur votre site, le site de votre parti. Vous affirmez par exemple que 2 des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA. Y a-t-il un historien ou un biographe qui affirme une chose au-delà de vous-même? Voilà, vous avez le magazine Historia, par exemple, et qui met justement que la CIA... Ils ont été payés par la CIA. Finance la construction européenne. Je conseille à toutes les personnes qui sont intéressées... Non, mais vous dites, pardonnez-moi, précisément qu'ils ont été des agents de la CIA, ce qui est une infamie, c'eût été une infamie de leur part. Vous pensez qu'ils ont donc trahi la France, ces 2 personnages? Écoutez, moi je vous lis, je vous donne mes sources. Il y a eu des sources également, des documents confidentiels défense de l'administration américaine révélés par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Tout ça est en ligne sur notre site internet. Et vous dites aussi que Boko Haram, Daesh, l'attentat contre le marathon de Boston, tout ça a été ourdi par les services de renseignement américains. Écoutez, voici votre collègue de BFM qui nous explique que le FBI a aidé des musulmans à commettre des attentats. C'est pas moi, c'est BFM. Moi, on me traite de complotiste. Mais en fait, moi, je cherche ça, c'est le journal Le Monde. Le FBI mis en cause dans l'organisation d'attentats par des Américains musulmans. Donc, Boko Haram, c'est la CIA, ce sont les services secrets américains, ainsi que Daesh et le marathon de Boston. Je ne vais pas vous sortir ici tous mes documents. Non, c'était votre credo. Je voulais juste savoir si vous le pensiez. Non, mais ça n'est pas un credo, monsieur. Ça n'est pas un credo, c'est simplement des sources d'informations que je prends chez tous vos confrères. Donc, il y a un grand débat national qui a lieu sur ce sujet, si vous le souhaitez. Donc, vous pensez qu'un débat est possible sur ce thème-là, que la chose n'est pas dite et que l'histoire n'a pas été écrite? En tout cas, ce que je sais, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui savent et qui se renseignent et qui lisent beaucoup de documents sur ces questions. Voilà. Buenos Aires spaghetti e la italiana. E la matrice per me chi è la